Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le mercredi 24 janvier et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT qui sera suivie du Focus. Avez-vous, vous aussi, rencontré des difficultés à passer des appels ce matin ? Pendant quelques heures, plusieurs milliers d'abonnés d'Orange ont subi des désagréments causés par une panne sur le réseau 4G de l'opérateur. Des numéros indiqués comme non attribués ont été signalés. Philippe Roclor, délégué régional d'Orange Antilles-Guyane, nous explique la cause de cette panne informatique et ses répercussions au micro d'Harold Luce et Olivier Félix. Depuis ce matin, nous avons un problème sur le réseau, principalement en Guadeloupe, qui concerne ce qu'on appelle les appels 4G. Donc, ce qui veut donc dire qu'il est possible que quand vous passez un appel, d'ailleurs c'est juste une dégradation, c'est pas pour l'ensemble des clients, il est possible que lorsque vous passez un appel, on vous dise que votre correspondant, le numéro de votre correspondant n'existe pas. Donc, nos équipes sont sur le sujet depuis ce matin. Encore une fois, ce sont principalement les appels 4G. Si vous passez un appel, par exemple, par WhatsApp, ça passera. Ce qui ne passe pas, ce sont simplement les appels de téléphone à téléphone avec ce qu'on appelle de la téléphonie mobile pure. La donnée 4G continue à fonctionner. Ce qu'on peut dire, c'est que ce problème qui est purement technique sera réglé dans le courant de la matinée. Donc sur le coup de midi 13h, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Plusieurs dizaines de milliers, bien entendu. Mais voilà, après, encore une fois, ça ne concerne pas l'intégralité du parc client d'Orange sur la Guadeloupe. À Sainte-Anne, les travaux de l'usine de Déhauteur affectent fortement la distribution d'eau potable de plusieurs milliers d'habitants. Face au ras-le-bol des riverains et des professionnels du tourisme, une réunion publique a été organisée hier par les autorités afin de faire le point sur la situation et les mesures prises pour améliorer leur quotidien. Lors de cette réunion, Jean-François Mognotte, sous-préfet de Pointe-à-Pitre, s'est voulu rassurant. Un reportage de Michel Depape. Il fallait absolument éclaircir cette situation pour ces travaux sur l'usine de traitement de Déhauteur. La question, je ne pense pas que tout le monde a des réponses favorables, est satisfait de cette réunion. Mais l'idée, c'est de donner l'information nécessaire. Bien, l'objectif a été atteint. L'objectif, il était multiple. Le premier, c'était de permettre d'expliquer à la population les travaux qui sont en cours, des travaux qui occasionnent de nombreux désagréments et tout le monde en est parfaitement conscient. Donc des travaux qui sont en cours à l'usine Déhauteur, des travaux qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'eau qui va être délivrée aux habitants de Sainte-Anne, de Saint-François, de la Désirade. Ça, c'était le premier point, d'expliquer aussi comment on va améliorer la quantité d'eau qui va être apportée aux habitants grâce à des changements de canalisation qui vont intervenir dans les semaines qui viennent. Et puis surtout, c'était d'insister sur les mesures palliatives qui sont mises en place depuis le début du chantier, donc depuis le début du mois de janvier, pour expliquer comment on peut essayer de limiter un peu l'impact. On est bien conscient des difficultés, mais de limiter l'impact avec la livraison de bouteilles, enfin d'eau en plastique, et puis la mise en place depuis aujourd'hui de citernes collectives qui vont permettre d'améliorer la situation dans les quartiers qui sont les plus en fin de réseau et qui ont le moins d'eau forcément de par les travaux en cours. Je pense qu'il y a eu quelques mesures palliatives qu'on a mis en place, notamment pour la réparation de 20 km de réseau neuf, pas de rustine, c'est de 20 km de réseau réparé neuf. Donc je pense que c'était utile pour que la population entende ces explications en direct et puis ensuite qu'elle puisse s'exprimer tout simplement, qu'elle fasse part de son ressenti, qu'elle pose des questions légitimes qu'elle peut poser. Et là, elle avait en face d'elle, outre monsieur le maire qui nous accueillait, mais des représentants du SMGEAG, des ingénieurs et qui ont pu expliquer de façon pédagogique ces travaux et l'intérêt de ces travaux qui sont absolument indispensables. Je pense que si chaque commune, on arrive à faire ces réparations-là par étapes, eh bien d'ici quelques années, on pourra avoir, je dirais, une eau de qualité et on ne va pas avoir de fuite dans ces réseaux-là. 300 €, c'est l'augmentation dont bénéficient désormais les députés sur l'avance de leurs frais de mandat pour lutter contre l'inflation. Une avance qui s'ajoute à leur rémunération pour couvrir leurs frais de déplacement, d'hébergement ou de location de la permanence parlementaire.
L'avance des frais de mandat des députés passe ainsi de 5 645 à 5 950 € par mois, soit une augmentation de 5,4%. En tout et pour tout, la rémunération des élus s'élève à 7 637 € par mois. À l'exception de la France insoumise, qui s'est abstenue, tous les groupes politiques ont soutenu cette décision prise par le bureau, la plus haute instance de l'Assemblée nationale. Michel Depape et Olivier Félix ont interrogé les Guadeloupéens pour recueillir leur avis sur cette annonce. Alors, eux, la vie est chère pour eux et pour nous, c'est pas cher en fait, c'est ça. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Pas d'accord du tout. Parce que s'il le faut que nous aussi, le petit augmente dans notre sens. Alors pourquoi seulement pour eux? Parce que la vie est chère pour tout le monde, les prix augmentés. En fait, c'est pas qu'eux en fait, qui souffrent de l'augmentation des prix. Hein. Surtout maintenant, pour avoir une augmentation, c'est très compliqué. Vous savez comment que ça se passe, hein? Non, Vous savez comment que ça se passe chez les grands, tout est grand. Hein? C'est voilà. Nous, on n'a rien à dire, on constate. On va penser que c'est du foutage de gueule, hein? Parce que la vie est chère, mais on ne va pas penser que c'est eux qui ont senti. On va plutôt penser que c'est nous qui avons senti. Regardez là, si on fait des petites commissions là, on a déjà payé au moins 300 € là. Donc 300 € au mois de janvier, et au Japon, de janvier, c'est un mois pas fin même. Donc, il faut y doser quand même, il faut y faire doucement. Mais bon, quand on dit qu'on a chez Marie, c'est pour battre, donc nous restons c'est pour manœuvre quand même. Bien sûr, l'inflation c'est pour tout le monde, hein, ça ne touche pas qu'un seul corps de métier. Donc il faudrait suivre s'il faut augmenter de 300 € pour eux, c'est pour toute la population. Waouh! Et nous, au SMIC, on nous augmente de 2 €, 3 €. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ça se posait beaucoup de questions, ça. Point d'interrogation. Ce serait bien que tout le monde, tous les travailleurs, toutes les personnes qui perçoivent un salaire soient aussi augmentés de 300 €, puisqu'on vit exactement les mêmes choses concernant l'augmentation de la vie chère. Donc ce serait bien que tout le monde soit au même niveau. Je ne suis pas contre, hein, mais il faut réactualiser aussi pour les autres. Que bientôt ils vont nous faire une augmentation de 3 000 €? J'en pense qu'ils abusent beaucoup les députés là. Et que voilà, on devrait nous les avoir ces 300 €. En vrai, ils auraient dû avoir une réduction. Une réduction, parce que je pense qu'ils ont trop d'argent pour ce qu'ils font, c'est-à-dire rien. Comment prendre en compte et faire exercer les droits, libertés et l'autodétermination des jeunes en situation de handicap? Dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation et du dispositif Carte Blanche, le Centre de ressources Observatoire des inadaptations et des handicaps a organisé une rencontre à destination des professionnels éducatifs du secteur social et médico-social. Sur le thème des droits, libertés et l'autodétermination des jeunes, la manifestation visait à répondre aux problématiques liées aux pratiques professionnelles quotidiennes. Un reportage signé Michel Depape. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous organisons dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Carte Blanche. C'est un dispositif qui permet à des professionnels de choisir une thématique sur laquelle ils veulent travailler pour qu'ils puissent améliorer leur accompagnement auprès des personnes, notamment des personnes en situation de handicap. Et cette carte blanche est dédiée à la charte des libertés, des droits et des libertés de la personne accompagnée et à l'autodétermination. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, c'est la Journée internationale de l'éducation. Et nous avons choisi cette date pour cette rencontre entre professionnels qui doit leur permettre d'améliorer leur accompagnement auprès de leurs usagers. Les personnels des IME voulaient réfléchir sur la question de l'autodétermination. Et comme elle est introduite par la Charte des droits, des personnes accompagnées, j'intervenais pour les éclairer sur le lien qu'il y a entre cette charte et la question de l'autodétermination qui arrive maintenant dans les établissements médico-sociaux. Nous avons saisi l'opportunité de l'existence du dispositif Carte Blanche au niveau du CROIH parce qu'effectivement, il y a nécessité de soutenir la réflexion des professionnels autour des nouvelles problématiques. Et on a souvent tendance à balayer le passé un peu parce que voilà, il y a du nouveau qui arrive. Cette opportunité-là de la carte blanche, c'est vraiment l'occasion de revenir sur des fondamentaux du travail social à travers la Charte des droits et libertés de la personne accueillie pour faire le lien avec des notions qui sont
apparemment plus récentes, mais rattachées à nos fondamentaux. C'est-à-dire que dans la pratique routinière, on peut arriver à négliger le droit des personnes accueillies. Et en fait, il est important que les équipes de direction et leur personnel aient cette question-là chevillée au cours de leur pratique quotidienne, et qu'à partir de ça, que les actes qui se développent à l'intérieur soient des actes bien traitants et qui respectent les droits des personnes, parce qu'aujourd'hui, l'autodétermination conduit à interroger les personnes de plus en plus pour qu'elles s'autodéterminent sur ce qu'elles ont envie de faire. Et il y a des méthodologies pour le faire aujourd'hui, pour que l'accompagnement qui va se mettre en place tienne en compte à la fois de leurs attentes et de leurs besoins pour leur permettre de s'autodéterminer. Ce soir, nous recevons Annick Solvar, présidente des Premières de Guadeloupe, l'incubateur pour entrepreneuses innovantes. Bonsoir Madame Solvar et bienvenue. Bonsoir. Alors, les Premières, donc c'est un réseau d'incubateurs qui offre un accompagnement personnalisé aux femmes désireuses d'entreprendre dans les Outre-mer et en Hexagone. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'un appel à candidature qui sera donc lancé pour les Premières Guadeloupe. Oui, en effet, nous avons lancé notre appel à candidature pour la 2e année avec le partenariat renouvelé de BPI France, BPI Création, plus exactement. Donc, nous poursuivons notre programme de service de l'entrepreneuriat des quartiers. Surtout, ça s'adresse aux femmes des quartiers prioritaires ou des équipes mixtes. Pas uniquement des femmes, on peut avoir aussi des équipes mixtes. Alors, nous avons 2 programmes. Un programme accélérateur d'émergence, c'est qu'on va passer, on a 6 mois pour passer de l'idée au projet, et accélérateur de création où on va pérenniser l'entreprise, vérifier et véritablement lancer l'entreprise, aller rechercher les financements qu'il faut, et ce programme-là est sur 1 an. Très bien. Voilà. Et quelles candidatures sont retenues dans le cadre de ces projets ? Tout projet est accepté à partir du moment que nous allons avoir un comité de sélection le 30 janvier. Et tout projet, à partir du moment qu'il est reconnu viable et qu'on a du potentialité, il n'y a pas de catégorie de projet, puisque nous accompagnons depuis celles qui sont ingénieurs jusqu'à la fleuriste, le boulanger, etc. Donc on n'a pas de critères particuliers. Dès qu'on a un projet, on veut se lancer, il faut oser et venir nous voir. Donc alors on a prolongé cet appel à candidature jusqu'à dimanche 28. On peut encore s'inscrire en nous appelant ou en nous envoyant un mail, les premières de Guadeloupe @gmail.com, ou encore en appelant au 06 90 47 46 87, et on vous enverra un lien pour pouvoir vous inscrire et pour poser votre candidature. Très bien. Alors, donc, vous avez effectivement précisé qu'il n'y avait pas de conditions pour le dépôt d'un dossier. Donc, toutes les femmes qui sont désireuses d'entreprendre ou qui sont déjà dans un projet d'entreprise, en équipe mixte ou non, peuvent déposer leur candidature. Alors, ce programme s'adresse, il est gratuit en particulier pour les femmes qui sont issues des quartiers prioritaires. Donc nous avons sur Cap Excellence, nous avons sur les Abîmes et sur Prêt-à-Pit des quartiers prioritaires, mais aussi le Moule, nous avons Sainte-Rose, nous avons le Sud Basse-Terre, dans l'occurrence Cap-Esther, et une partie de Baïf et Pointe-à-Pitre. Donc, ces femmes qui sont dans ces quartiers ont la gratuité de leur accompagnement. Les autres peuvent s'inscrire et nous les accompagnons aussi, mais pas gratuitement. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, vous le rappelez, donc c'est un projet soit d'accompagnement de 6 mois ou d'1 an, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Donc, si on n'en est qu'à l'idée,
L'accompagnement, ça s'appelle accélérateur d'émergence et il dure 6 mois pour passer justement de cette idée à un véritable projet avec un business plan qu'on pourra présenter par la suite pour pouvoir développer son entreprise. Maintenant, on a un autre projet, un autre programme qui dure 1 an. Ce programme s'adresse surtout aux personnes qui sont déjà un peu plus avancées, qui ont déjà un business plan ou qui ont créé il y a moins d'1 an. Et qui veulent lancer et qui veulent démarrer et aussi avoir une plus grande envergure par rapport à leur projet. Très bien. Et donc, les candidatures sont ouvertes jusqu'à dimanche. Voilà. Vous pouvez contacter les premières de Guadeloupe par mail ou par téléphone. Voilà, exactement. Merci infiniment, Madame Solvar. Je vous remercie. Et nous poursuivons ce JT. Pour représenter dignement la Guadeloupe et sa richesse culinaire, plusieurs artisans et des apprentis de l'URMA s'envolent pour le Salon de la gastronomie des Outre-mer. Pour la 9e édition du Sagasdom qui se tiendra du 26 au 28 janvier à la porte de Versailles de Paris, ils se tiendront aux côtés de chefs guadeloupéens dont la chef renommée Babette de Rosière, porteuse du concours Trophée Babette. Un reportage de Michel Depape. Nous avons 5 artisans qui ont exposé à Sagasdom, donc Salon de la gastronomie à Port de Versailles. Et puis nous avons aussi 5 apprentis qui ont accompagné parce que nous avec des grands chefs qui en bas là, qui mettaient en évidence ce savoir-faire en nous, et notamment pour les jeunes, pour montrer que les jeunes là aussi, la relève est assurée et que la chaîne de métier aussi, pour montrer ces jeunes d'autres bitins qui sont sur le territoire. Donc, ils sont confrontés au monde national et international aussi, puis on voit que nous, comme montons en gamme, nous, comme montons en compétence, et la chaîne de métier à côté à eux. C'est important, puisqu'ici, on a une culture qui est très riche, on a de beaux produits, donc c'est vraiment avec plaisir qu'on part sur ce stand afin de faire valoir tout notre savoir-faire et montrer qu'on a de belles choses en Guadeloupe, faire goûter, etc. Donc j'y tiens vraiment. Je pars en fait pour présenter les confiseries traditionnelles. Donc pour faire connaître, faire découvrir, faire retrouver les confiseries traditionnelles pour le salon Sagasdom. On va essayer de représenter la Guadeloupe au niveau de la vanille qu'on produit localement, avec nos spécificités. Donc je produis de la vanille type planifolia, variété planifolia, et aussi de la vanille variété pompona. La vanille pompona qui est une vanille endémique de la Guadeloupe. Et je suis bien content de pouvoir la montrer lors de ce salon-là. Actuellement en BP, donc en plus de la cuisine, c'est vraiment l'art de la cuisine. Donc on apprend à faire de beaux dressages, on apprend aussi à gérer une entreprise, vraiment pouvoir être les futurs entrepreneurs de demain, ouvrir des restaurants, etc. On va essayer de faire en sorte que la Chambre est reconnue, notamment en Guadeloupe, mais aussi dans l'Hexagone. Donc nous nions un savoir-faire et nous nions aussi des talents. Donc nous allons essayer de mettre ça en exergue et aller participer à des concours, à des manifestations, à des promotions sur le territoire national pour nous faire montrer le savoir-faire en nous. Donc parce que aujourd'hui-là, nous avons un véritable savoir-faire puisque nous voyons des chefs guadeloupéens qui sont installés même sur les Champs-Élysées. Donc nous sommes contents et nous fiers de ça. La vanille est à l'honneur dans le Nord-Bas-Terre cette semaine. La première édition de Vanille en nous, l'événement dédié à la vanille ultramarine, est lancée pour 3 jours autour de la culture et du savoir-faire liés à cette épice. Une convention organisée par l'APAGUA et l'association Provae à destination des professionnels et des producteurs de vanille a démarré ce matin à l'hôtel Fort-Royal de Déhay. Il s'est poursuivi par une visite d'une exploitation agricole cet après-midi à Sainte-Rose. Découvrez les images de cette journée dans le reportage de Solène Fèvre. Grâce à une coopération et une collaboration avec les planteurs de Martinique avec qui on travaille depuis quelques années, là on a officialisé un petit peu ce partenariat grâce au GAL des communautés de communes à la fois du Nord-Bas-Terre pour la Guadeloupe et de l'espace sud de la Martinique pour concrètement réaliser des rencontres croisées entre les producteurs de Martinique, de vanille de Martinique et les producteurs de vanille de Guadeloupe. Il était temps que nos consoeurs, nos confrères des Outre-mer, ici de la Caraïbe, qu'on se rejoigne et qu'on discute, qu'on échange, parce qu'on a une production quand même qui est fastidieuse dans le temps, mais qui a aussi son potentiel pour l'avenir de notre île en fait. Je suis tombé dans la vanille lorsque j'étais enfant. Ma maman me mettait sur une chaise et je tournais le bâton en bois pour préparer la crème anglaise pour faire de la glace à la vanille. C'est une passion qui est venue et qui s'est amplifiée au début des années 2000, lorsque j'ai pu, avec Paul Lu, l'ancien directeur de l'OEDADOM,
faire entrer les vanilles françaises au concours général agricole. On s'aperçoit qu'on a quand même des vanilles de très très bonne qualité. Et puis il y a des gens qui s'en rappellent, puisque quand on regarde un peu dans l'histoire, on s'aperçoit que les épices de Guadeloupe, elles étaient plutôt reconnues. Et le peu qu'on est en train de faire aujourd'hui en termes de production se retrouve d'une extrêmement bonne qualité. Voilà, on a été, moi personnellement du coup, j'ai été au concours général agricole en 2020. On a ramené une médaille d'or et là on s'est dit, mais quoi, en tous les cas pour le territoire de la Guadeloupe, c'est finalement notre vanille elle est de très bonne qualité, puisqu'on avait gagné devant la Réunion, devant Mayotte, qui d'habitude sont plutôt les leaders sur la qualité du produit. Nous avons la chance, avec l'ensemble des vanilles françaises, de bénéficier du travail de nos ancêtres. En 7 à 8 générations, nous avons en fait diffusé la vanille à travers le monde. Et de 1900 à 1960, nous avons eu le monopole de la production et de la commercialisation au niveau mondial. La vanille, elle n'est pas des moindres. C'est un fruit qui peut nous apporter beaucoup au niveau culinaire, médical et cosmétique. Surtout, on n'a pas encore exploré le côté médical, mais c'est quelque chose de très, 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 très profitable pour la médecine. Voilà, notre constat, c'est quand même de dire, aujourd'hui, la demande, elle est plus forte que la production locale. Donc du coup, allons-y, quoi. Et on n'est pas en concurrence. On n'est même pas en concurrence avec les producteurs des autres territoires d'outre-mer. Oui, on est en concurrence avec les vanilles étrangères, mais pas avec les vanilles dites françaises, du coup, qui sortent de nos territoires des outre-mer. Donc là, ce qui est intéressant pour les agriculteurs qui viennent et qui voudraient se diversifier, ou les jeunes qui ont des projets d'installation sur la vanille, c'est de se dire que pour le moment, il y a peu de crainte et c'est plutôt enthousiasmant parce que la demande, elle est plutôt forte. Et puis en plus, plus notre vanille est réputée, plus on l'exporte. Discipline encore peu médiatisée mais très physique, l'aviron indoor fait des adeptes auprès des collégiens de Guadeloupe. Les élèves du collège Félix Eboué de Petit-Bourg se préparent pour le championnat de France scolaire d'aviron indoor porté par l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Après plusieurs mois de préparation intense, 8 jeunes prendront bientôt le départ pour l'Hexagone, bien ambitieux de remporter la compétition. Un reportage de Maxime Morel. Ces jeunes, ils préparent un championnat de France d'aviron indoor en UNSS. On a préparé depuis 4 mois des entraînements pour qu'arrivé le jour de la finale, ils fassent 2 épreuves. Ils font un 1000 mètres et 4 fois 500 mètres, un relais. Il y a 2 équipes, une équipe fille et une équipe garçon. On se prépare depuis 4 mois et on a prévu de ramener la médaille à la maison et de tout donner pour la Guadeloupe. Beaucoup d'entraînement. Ces derniers temps, c'était un peu dur, mais on va y arriver. C'est surtout le mental. Il faut avoir le mental. Nous sommes fiers d'avoir nos jeunes de Petit-Bourg, nos très jeunes de Petit-Bourg, des collégiens qui vont représenter la Guadeloupe à l'occasion de ce championnat national. Nous comptons sur eux, nous espérons qu'ils nous reviennent avec des médailles, mais nous savons que rien que leur participation est déjà une belle victoire. C'est bien la première fois qu'une équipe guadeloupéenne représente la Guadeloupe à cette compétition UNSS. C'est une fierté, je suis fier de pouvoir emmener ces gamins à Paris. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils vont à Paris, qu'ils vont découvrir ça. C'est vraiment une expérience unique et j'espère qu'ils vont prendre du plaisir. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du JT. Le JT revient demain à 18h30 et tout de suite, on se retrouve pour un nouveau focus. À tout de suite.